Alors Francky, tu es praticien en hypnose, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est l'hypnose? Ouais, alors à mon sens, c'est un processus qui permet d'activer des ressources ou des capacités cachées, enfouies, dont on disposerait donc, mais qu'on a parfois du mal à atteindre. Par exemple, beaucoup de gens comprennent pourquoi ils fument, mais ils voudraient aussi arrêter, mais ils ne savent pas comment faire ça. L'hypnose, ça peut être justement ce processus qui permet d'activer ce qu'il y a besoin d'activer pour se passer complètement de la cigarette. Et c'est qu'un exemple. Ok. Comment ça se déroule une séance? Alors, la séance, curieusement, elle commence avant la séance. Peut-être que pour moi, elle commence souvent à la prise de contact, que ce soit au téléphone ou par mail. Il y a déjà un échange d'informations, des choses qu'on va apprendre, qu'on va sans doute questionner de la personne pour qu'elle nous renseigne un peu sur sa problématique, sur elle-même. Et puis peut-être que pour la personne, ça commence même bien avant de passer ce coup de téléphone ou d'envoyer ce mail, parce que finalement, on pourrait imaginer que son état d'esprit serait le suivant, c'est « je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai une problématique, mais je fais le constat que j'arrive pas à changer tout seul ou toute seule, et pour ça, j'ai besoin d'une aide extérieure ». Donc peut-être que là, il y a aussi quelque chose qui se joue dans son état d'esprit et qui serait potentiellement une première mise en hypnose. Mais la séance à proprement parler, les gens viennent, on discute de ce qui a déjà commencé à être échangé soit par téléphone. Il y a souvent un jeu de questions-réponses. Moi, je vais leur poser des questions, la plupart du temps pour savoir ce qu'ils attendent vraiment de ce moment-là. Mes questions n'ont pas pour but de me faire comprendre ou me faire analyser leurs problématiques, mais plus pour orienter le travail et que moi je puisse choisir les outils les plus adaptés à cette personne. Ok, d'accord. Le consultant, il est couché ou il doit être assis? Oh, il est même debout des fois. Ah, il est debout? Alors la façon que j'ai de travailler, c'est rarement d'être couché, puisque j'ai besoin que la personne soit un petit peu active physiquement. D'accord. Justement. Si la personne est allongée, ça va être difficile de pouvoir travailler avec elle avec un petit peu d'énergie, quoi. D'accord. Donc c'est pour ça aussi que debout, c'est très intéressant de le faire. On profite de l'espace, on peut se déplacer. J'ai vu des gens faire beaucoup de kilomètres sous hypnose. En tout cas, témoigner d'une activité physique certaine. Tu peux faire disparaître des phobies ou des addictions, mais on va parler des phobies. Comment tu fais pour faire disparaître une phobie? Alors, il y a plusieurs types de phobies, ou en tout cas de peurs. Il y a ce qui serait plus ou moins traumatique, qui serait vraiment relié à un événement. Il y a des peurs qui seraient complètement inexplicables et irrationnelles. Si tu veux, on va pas apporter une façon de faire à une problématique pour tout le monde. C'est tout ce que la personne va relier autour de ça en termes d'émotion, de perception, qui va être l'objet de travail dans ces moments-là. Pour deux personnes qui auraient la même phobie, il se peut que je ne travaille pas du tout de la même manière. C'est leur relation à cette phobie qui va importer dans le travail qu'on fera. Donc, dans le fait de la faire disparaître, c'est assez compliqué d'employer ce mot de disparition totale d'une problématique, mais à nouveau, si la perception de cette problématique change, une peur, évidemment, ça requiert une importance maximale. Sinon, c'est pas une peur, c'est juste quelque chose qui nous indiffère et ça prend pas la notion de peur. Si la personne est en mesure d'appeler ça une peur, c'est qu'il y a un niveau d'intensité qui est certain. Dans une peur aussi, je l'ai vu souvent, c'est comme si c'était une part de protection utile pour la personne qui serait déréglée et qui atteindrait une intensité trop forte. Par exemple, j'ai peur des chiens, mon inconscient va tout faire pour me protéger des chiens à ce moment-là et m'en détourner au maximum. Tu vois, en quelque sorte, c'est une utilité de protection, mais qui travaille presque trop bien à ce moment-là. D'accord. Il s'agit des fois rarement de faire disparaître la chose, mais de la remettre au bon niveau de protection. Tu parles à son inconscient, en fait, à cette personne? Ouais, c'est en lien avec ce que j'évoquais juste avant, la prise d'infos. Comment elle se figure, cette peur-là? Comment, presque ce serait un peu comme le Petit Prince, c'est « apprends-moi à avoir peur comme toi tu as peur ». Comment tu fais ça? C'est très intéressant les réponses. Bon, la question, comme je le disais, n'est pas posée comme ça. Mais je vais aller à la pêche aux informations sur les perceptions que la personne se crée des fois involontairement par rapport à ça. Pour ce qui est du coup de travailler dessus, évidemment, ce sont là les techniques d'hypnose qui entrent en jeu pour que tout ce qui est d'un effort conscient de la personne ne soit pas mis en jeu à ce moment-là. Je réponds par omission là, mais disons qu'elle, évidemment, elle a déjà tout testé. Elle aimerait bien ne pas avoir peur. Mais souvent, ce qui va poser problème, c'est que plus elle veut, moins elle y arrive. Si demain tu dis j'ai un moment important à passer demain matin, il faut vraiment que je me lève tôt et donc que je me couche tôt.
Et il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je m'endorme à 21h, il faut que je... Et plus tu vas te dire ça, et moins tu vas arriver à t'endormir, moins tu vas réussir à t'endormir. Donc des fois, il y a, tu vois, cette espèce de lutte intérieure comme ça qui fait que plus on veut quelque chose, en fait, plus on entretient ce qu'il faut pour ne pas l'avoir. Ce qui est assez compliqué. Et souvent, dans des moments de séance, finalement, c'est arrêter cette lutte, là je schématise volontairement, entre ce qu'on veut consciemment et ce qui se produit inconsciemment, mais au contraire créer du lien, tu vois, entre ces deux parts de nous. Et alors par exemple, pour quelqu'un qui a peur des chiens, qu'est-ce que tu vas lui dire dans son état de conscience modifié? C'est intéressant parce que une peur, ça, finalement, c'est une part de nous qui a besoin d'être rassurée. C'est peut-être aussi une part de nous qui manque d'informations, mais d'informations véritables et les plus objectives possibles. Mais non, en gros, c'est ce que je dirais jamais consciemment à une personne, et on voit bien que ça marche pas, de dire c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Ça n'a jamais aidé personne, voire ça énerve. Donc, mais derrière ça, c'est essayer de rapporter les bonnes informations à un niveau inconscient. Et là, ces informations-là, c'est pas mon avis sur la question. C'est par rapport à la prise d'infos, ce que la personne a besoin d'entendre sur le fait d'activer des ressources, je sais pas, de juste se faire confiance dans ses capacités à se sortir d'une situation qui deviendrait trop problématique. Il y a aussi autre chose qui est très important et très intéressant à travailler, c'est qu'une peur a plein d'antinomies. Tu peux pas avoir peur de quelque chose que tu aimes profondément. Tu peux pas avoir peur de quelque chose qui te fait rire. Ton cerveau est obligé de faire un choix entre ces réactions antinomiques. Du coup, si l'air de rien, la personne ne voit pas venir l'antinomie d'une peur, et que toi tu l'apportes par travail de suggestion, ce qu'on fait en hypnose, mais que finalement tu nourris aussi le contraire de la peur. Ce qui ferait qu'elle s'éteindrait d'elle-même en fait. Par exemple, tu as dans Harry Potter, je crois qu'il fait ça à un moment donné sur une araignée géante, quelque chose comme ça. Un des personnages est effrayé par cette araignée et il lui fait le sort du ridiculous et l'araignée se retrouve avec des patins à glace ou quelque chose comme ça. Ouais. Et du coup, c'est plus du tout perçu comme un objet de peur, mais comme quelque chose de drôle. Des gens que j'ai eu ici qui avaient leur supérieur hiérarchique qui était très effrayant, et imagine-le avec un nez rouge. Ah d'accord, ok. Par exemple, c'est des exemples très raccourcis, mais c'est pour illustrer l'idée d'antinomie dans la peur. Et est-ce que tu peux soulager une douleur physique? Alors oui, en fait l'hypnose, on voit en ce moment où tu as peut-être pu entendre qu'il y a des opérations qui pouvaient se faire sous hypnose, en termes d'anesthésie. Ça paraît être une découverte là très récente. Il ne faut pas oublier que tout le monde médical moderne et les anesthésies chimiques, ça n'existait pas avant. Et il fallait bien détourner l'attention de quelqu'un qui était vraiment mal en point. Ne serait-ce que de détourner l'attention, ça permet justement de plus laisser le cerveau uniquement sur l'information de la douleur. Il semblerait que dans la douleur, il y ait une part de perception réelle de la douleur qui soit pas aussi grande qu'on ne le pense. Il y a une part d'anticipation de la douleur. Si on voit quelque chose arriver sur nous de très menaçant et on sait que ça va nous faire mal, comme je sais pas, un docteur pas super rassurant physiquement avec une seringue qui viendrait vers nous, on a déjà mal avant qu'on sente l'aiguille dans le bras. Mais du coup, de jouer aussi sur les paramètres de perception à nouveau, comment la douleur est ressentie, et de capter tellement l'attention qu'on la déplacerait de sorte que le point de douleur soit complètement oublié ou baissé dans la liste des priorités de ce que le cerveau perçoit à ce moment-là. Mais il y a aussi l'exemple de gens qui viendraient parce qu'ils ont une douleur chronique. Là, il convient de prendre un maximum d'informations. Parce qu'imaginons qu'un praticien, même bien intentionné, fasse disparaître cette douleur-là, alors qu'il y a un véritable problème, mettons que la personne ait mal à la cheville, qu'on lui fasse disparaître cette douleur-là et qu'elle décide de faire 10 km à pied par jour, elle va se bousiller complètement la cheville, mais elle n'en aura plus l'information. C'est bien quand c'est accompagné d'un suivi médical derrière où on sait... Tout à fait. Voilà, okay. Tout à fait. Je ne ferai pas ça à la légère pour quelqu'un qui me le demanderait, je prendrais beaucoup d'informations, voire je ne ferai pas cette manœuvre. Est-ce qu'on peut venir te voir dans le cadre d'une rupture amoureuse ou pour faire un deuil par exemple? Ok. En lien avec ce que je te disais avant, pour la même problématique, il y a des milliers d'approches différentes. C'est vraiment une intensité émotionnelle sur laquelle on va agir. Et ensuite, toujours pareil, je vais demander ce que la personne attend de ce moment-là. Si pour une personne qui va venir me voir et qui pense que l'hypnose c'est un peu comme les films, où elle va me dire « faites-moi oublier complètement mon ex ». Je veux plus du tout savoir qui c'est. Bon, c'est compliqué parce que là, il y a mes croyances personnelles qui rentrent en jeu et je serais tenté de dire, mais je sais pas si c'est possible. Par contre, il y a ça, ça, ça et ça
qui sont possibles. Et très souvent, quand je me permets de recadrer, de reformuler une attente qui serait un peu inatteignable, ça passe. C'est juste finalement, ce dont les personnes veulent se débarrasser, c'est pas tant le souvenir, l'image, tout ça, mais surtout la charge émotionnelle qui est encore reliée à telle ou telle personne ou tel objet de deuil, quel qu'il soit. Généralement, une séance d'hypnose, c'est pas juste on vient et on guérit ou on soigne de quelque chose, évidemment c'est pas le cas. C'est surtout quelque chose, un moment où on apprend finalement à peut-être mieux se connaître et mieux canaliser ce qui se passe en nous. Le consultant est dans un état hypnotique, mais est-ce qu'il est conscient tout au long de la séance et est-ce qu'il s'en rappelle après? Je tâche de faire en sorte que ce qui se passe pendant la séance, c'est vérifiable pour la personne et c'est vérifiable par moi-même. Ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, ces vérifications, elles sont beaucoup plus faciles à obtenir si la personne est assise ou debout qu'allongée. Puisqu'il y a plus de mobilité engagée si la personne est debout, si elle est assise. Mais si elle est complètement avachie, là... Donc en fait, des fois, tu vérifies si elle est bien dans son état hypnotique? Ouais. Et est-ce que tu as des petites techniques pour vérifier? Ouais, bien sûr. Ouais, C'est quoi? ouais. Alors, il y en a plein. Il y a tout ce qu'on appelle les mouvements idéomoteurs. Ça rejoint tous les mouvements corporels qui ne sont pas l'ordre de la décision, de la volonté. Donc tu as pour ça tout ce qui peut engager les mains, les bras, les fonctionnements que ça peut avoir, une main qui monte toute seule, un bras qui voyage un petit peu, qui va attraper des choses et d'autres, en relâcher d'autres, ce genre de choses, une tête qui commence à pencher sur le côté, etc. Tout ce qui va entraîner la personne à avoir des mouvements dont elle n'est pas forcément consciente, mais qui se produisent quand même, et qu'elle peut finalement vérifier au moment où elle le vit, mais en tout cas que moi je peux voir et qui m'indique « Ok, c'est bon, on est ensemble, on peut continuer ». Personnellement, j'ai toujours eu un peu peur de l'hypnose. Pourquoi? Parce que j'ai peur de ne pas me réveiller de mon état hypnotique, ou alors qu'on me fasse faire des choses que j'ai pas forcément envie de faire. Est-ce que tu pourrais rassurer les gens comme moi? Mais je les rassurerai pas. Restez comme ça. Alors non, c'est pas ça. Peut-être c'est légitime, peut-être que ça a existé, peut-être que c'est comme ça. Je les inviterais à déjà pouvoir vérifier d'une manière ou d'une autre avec qui ils vont faire une séance d'hypnose en fait. Il se peut que, et c'est dans tous les domaines ça existe, mais qu'il y ait des gens qui profitent sans doute de faiblesses de gens justement pour faire des choses un peu délétères avec elles. Donc c'est important pour moi de vérifier, que ce soit un consultant ou même un praticien ou une praticienne, de voir qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se jouer de manière utile, bénéfique, tout ce qu'on veut dans le moment qu'on va passer ensemble. Donc pour les personnes qui aujourd'hui chercheraient un praticien ou une praticienne en hypnose, c'est bien de se renseigner et de voir justement comment le feeling peut passer, même à travers un échange de mail ou un petit coup de téléphone, quelque chose. Parce que j'entendais dire aussi, apparemment, quand on est dans un état d'hypnose, en fait, on peut pas faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Notre inconscient, à un moment donné, il va toujours dire non, là, c'est trop. Pas toujours. Pas toujours? Ah non, ouais, non, ok. pas toujours. Non, non, ça c'est pareil. Alors c'est beaucoup véhiculé, mais si on cherche des exemples contraires, on en trouve pas mal en fait. Ah ouais? Ah ouais, ouais, ouais. T'en as un exemple contraire? Oui, il y a enfin, je sais pas si ça touche vraiment à l'hypnose, en tout cas à la forte manipulation. C'est une expérience qui consiste, pour une personne lambda, à envoyer des charges électriques à un cobaye. Ces charges électriques sont évidemment factices. C'est un acteur qui a dans la chaise électrique. En revanche, la personne qui envoie, une personne comme toi et moi, qui envoie les charges, elle ne sait pas que ce sont des charges factices. Elle pense envoyer de vraies charges, qui peuvent être mortelles, parce qu'on lui dit de le faire. Et que la personne qui est dans la chaise électrique répond à des questions, et si elle répond pas bien, il faut monter la charge de plus en plus. C'est quoi les cas les plus fréquents pour lesquels on vient de consulter? Oh, on va beaucoup être autour du stress, des enjeux émotionnels un peu forts, et puis la cigarette, comportement alimentaire, ce genre de choses, pour faire très résumé. Ok. Ouais. Il y a des gens que tu fais arrêter de fumer? Eh ben, c'est à nouveau, je vais prendre les mots de ta phrase un peu découpés, mais si une personne réussit à arrêter de fumer en étant venue ici, je pense que c'est plus grâce à elle que grâce à moi. Moi, finalement, je lui ai rien apporté qu'elle n'avait pas déjà. Il y a quelque chose qui fait qu'on va mettre vraiment au premier plan ses capacités à elle, sur lesquelles elle pouvait douter, voire ne même pas savoir qu'elle avait la possibilité d'arrêter de fumer. J'ai pas une formule magique, si tu veux, si je le dis plus simplement. J'ai pas un truc qui va, regardez-moi, oublier la cigarette et c'est fini. En fait, tu réveilles quelque chose en elle. Ah ben je leur montre comment le faire elles-mêmes. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il n'y a pas cette histoire de perte de contrôle ou de permissivité ou d'absence de libre arbitre pour une personne sous hypnose. J'estime
que pour un praticien, c'est justement d'amener la personne à obtenir d'elle-même ce qu'elle est venue chercher. Je pense que c'est le cœur de la relation qui fait que tout ça est possible. C'est moi la personne, sans elle évidemment je ne la fais pas arrêter de fumer. Est-ce que sans moi elle arrêterait de fumer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on fait de ce moment-là quelque chose qui soit le plus pertinent possible pour elle. Est-ce que tu pourrais me faire une démonstration d'hypnose? Là tout de suite Ouais, maintenant, je croyais que tu avais peur. Ouais, mais c'est bon, j'ai plus peur. T'as plus peur? Non. Ah ok. Tu veux la filmer et tout? Ouais. Si toi tu te mets debout mais que moi je reste assis, Vas-y, c'est cool. moi je peux me mettre debout. Ok. Montrer un petit jeu. Bon, on range ce qu'on veut derrière. Là, c'est vraiment une manière ludique de faire parler ton inconscient. Ok. Ok? Toi, habituellement, quand tu réfléchis, ton esprit d'analyse, tout ça, ça se fait dans ta tête, dans tes pensées. C'est un peu ça habituellement, comme c'est la même chose pour tout le monde, n'est-ce pas? Ouais. Ah, ok. Là, je te propose que tu obtiennes des réponses qui soient plus du tout de l'ordre analytique ou conscientisé, mais quelque chose de plus inconscient, plus instinctif. C'est-à-dire que c'est ton corps qui va te parler. D'accord. Ok? Et ton corps, il va faire deux mouvements pour ça. On va lui apprendre à dire deux choses. On va lui apprendre à dire oui, on va lui apprendre à dire non. Attends, avant de plonger en hypnose, là, je te vois, tu regardes dans le vide, tu es un petit peu perdu dans tes pensées, et tu m'écoutes quand même. Ok. Tu vas prendre une bonne respiration. Ferme les yeux en expirant. Ok. Ça va jusque-là? C'est simple? Ok. Quoi qu'il arrive, tu vas garder les yeux fermés. Tu vas mettre les bras le long de ton corps. Tranquille, tu vas détendre les épaules au maximum. Puis tu vas voir que très rapidement, ton rythme de respiration va commencer à se modifier. Puis tes pensées aussi. Là, on va juste imaginer un truc. Que ton corps apprenne à dire oui. Pour dire oui, tu vas sentir dans un instant qu'il va se mettre à pencher tout seul en avant. Et c'est toi qui vas l'y aider en pensant juste à un truc qui fait oui dans ta tête. Un truc dont tu es hyper certain. Ton prénom. Et hop. Tu le sens là? Oui. Ok. Maintenant, on va lui apprendre à dire non. Par exemple, si je dis que tu t'appelles Jean-Jacques. Ouais. Et là, ça penche tout seul en arrière. Je suis contracté pour me rattraper. Bah oui. Ah ouais, t'as un inconscient qui veut parler. On va lui demander s'il veut discuter un petit peu là. Cool. Salut toi. Ok, toi le seul, tu vois, tu restes très conscient. Et le seul truc que tu as à faire finalement, Antoine, c'est d'être hyper curieux des réponses. Ouais. Ok? Je vais demander à ton inconscient comme ça s'il se sent suffisamment écouté et pris en compte par toi au quotidien. Oh putain le con. Il a dit non. Ça fait non. Ok. Je vais demander par exemple si avec un outil comme celui-ci, ça pourrait créer un meilleur lien entre ton inconscient et toi. Ah. On dirait que oui. Ok, super. Puis après, on pourrait, tu vois, continuer de poser plein de questions comme ça. Je vais demander si justement, si toi tu réutilises ça tout seul, parce que ça maintenant tu vas pouvoir le refaire tout seul, Antoine. Okay. Est-ce que ton inconscient il serait ok pour justement faire un travail de bonne équipe entre lui et toi, et que les messages passent plus facilement, je sais pas, que certaines émotions soient digérées plus facilement, etc. Qui est en tout cas quelque chose de beaucoup plus bénéfique derrière ce moment-là. Super, formidable. J'arrive pas à savoir si c'est moi qui le fais parce que j'ai envie de le faire ou si ça fait tout seul. Mais je pense que si c'est moi qui le faisais, ça ferait pas pareil. Bah pose-toi une question. Est-ce que je suis en train de contrôler mes mouvements là? Non. Voilà, on voit pas à l'image, mais en tout cas, moi je le vois et puis on... Ouais, je le sens de toute façon que je pars un peu en arrière. Bah oui. Ouais, après, je suis comme ça, Ouais, bon, voilà. Bah merci beaucoup. Ok, d'accord. J'ai vu un peu ce que c'était. Ok, allez, on va reprendre. Merci. Bah, pour la petite démonstration. De rien. Bon, du coup, effectivement, on peut pas me voir, mais je bougeais un petit peu, ouais, je gigotais. Ouais, un petit peu, ouais. Heureusement qu'il y avait le mur derrière toi. Ouais. Sans citer personne, est-ce que tu aurais une anecdote qui sort un peu du commun ou tu aurais grandement aidé quelqu'un dans ton expérience? Des séances étonnantes, il y en a eu. Ouais. Il y en a une qui me vient comme ça. Ce qui amenait la personne à venir faire une séance, c'était sa peur de marcher. Qui s'appelle donc la basophobie, que je ne connaissais pas jusqu'à ce que cette personne vienne me contacter. Donc elle est venue. Mais vraiment, j'ai vu arriver une personne qui aurait pu facilement être considérée comme une personne ayant vraiment un lourd handicap physique et qui pouvait pas se déplacer comme elle le souhaitait, quoi. Elle était venue en fauteuil roulant et puis elle avait des béquilles vraiment pour pouvoir... C'était un garçon à peu près à peine plus âgé que nous. Bon voilà, tout le travail se fait.
Et ça a fini, je me dis, oh, je vais quand même pas le dire. Puis finalement, je lui ai dit, lève-toi et marche, quoi, derrière tout le travail qui a été fait. Et ça a été le cas. Donc c'était un peu... La cour des miracles. Ouais, ça faisait un petit peu ça. Mais bon, là, j'occulte tout le travail qui avait été fait avant, tout ça. Mais c'était la petite pointe de dérision qu'on s'est senti. Voilà, il n'y avait rien d'ésotérique dans tout ça quand je l'ai dit, mais plutôt de dérision et d'humoristique. Hein. C'était rangé sous ce spectre-là, quoi. Okay. Et tu sais, t'as compris pourquoi il avait peur de marcher? Je m'en fiche de comprendre, moi. Ah, tu t'en fous. Après, oui, il m'avait donné des éléments de réponse, là, évidemment, je vais pas tout divulguer, là, mais on avait fait une recherche qui était, qui faisait sens, qui était curieuse, qui allait un peu dans le sens de ce qu'on évoquait globalement tout à l'heure sur qu'est-ce qui alimente une peur, qu'est-ce qui fait qu'elle est là, et... Ah ouais, ok. Et ça faisait longtemps qu'il avait peur de marcher? Ouais, depuis qu'il était enfant, il avait ça, et ça faisait plusieurs décennies qu'il était comme ça, là, ouais. Alors, j'aimerais qu'on parle de l'inconscient, c'est ton outil principal de travail. Comment tu fais pour y accéder alors qu'au quotidien, personne n'y a accès? Oh, alors, faudrait à nouveau, je vais jouer sur les mots, définir ce qu'est l'inconscient. Mais pour faire simple, pour moi, c'est tout ce qui relève du fonctionnement automatique. Il n'y a pas forcément besoin de volonté ou de compréhension pour que ça se produise. Donc, pour y aller, de la même manière qu'avec l'exemple que je t'ai proposé de faire juste avant, c'est par suggestion. C'est tiens, fais ça. Pendant que je te dis fais ça, t'es pas en train de faire tout un tas d'autres choses. De faire ces couches de suggestions comme ça va finalement te conditionner ta capacité à te concentrer, à te focaliser sur une chose et pas d'autre. Tu vas y mettre tellement d'importance que cette chose va tellement exister qui du coup va devenir très réelle, voire très concrète pour toi. Là tu vois, tu as tes mains qui tiennent ton téléphone pendant que tu me regardes et que tu clignes des yeux et derrière, paf, tu vas mettre une suggestion. Donc si on le fait là comme ça, tu me regardes et tu prends conscience de ta respiration. Et pendant que tu te concentres sur ta respiration, tu peux remarquer à quel point celle-ci est en train de changer puisque tu y fais attention. Tu vois, essayer. Il y a une formule qui est assez intéressante, c'est pour parler au roi, il faut occuper les gardes. Okay. Tu vois. Et c'est un truc, c'est peut-être un peu ça finalement le travail de suggestion, c'est que je vais te donner des informations et pendant que tu fais attention à ces infos-là, on prend les chemins de traverse pour aller... Ouais. Est-ce que tu pratiques l'hypnose sur toi-même des fois? Oui, plus ou moins volontairement. Si tu veux, c'est un peu comme se chatouiller soi-même. C'est un peu compliqué. Si je devais vraiment... si j'avais vraiment besoin d'un moment d'hypnose, j'irais voir quelqu'un. Mais pour moi, j'ai mes petits outils d'auto-hypnose, comme celui que je t'ai montré tout à l'heure, tu vois, essayer de me relier un peu plus à mon intuition, essayer de travailler sur de la créativité, sur des moments où j'aurais besoin comme ça d'accéder à des ressources très identifiées. Et là, je vais m'en servir avec des petits outils d'auto-hypnose, ouais. Est-ce que tu fais comme ce que tu m'as fait faire, tu te mets debout et tu te fais balancer en avant ou en arrière? Ouais, je le fais beaucoup de fois. C'est génial ça. Ouais. Et je le montre énormément, presque à tous ceux qui viennent en séance ici. C'est quelque chose. J'aime bien montrer aussi que il n'y a pas que moi qui sait en faire de l'hypnose. Vous aussi, regardez. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui se sent pas bien dans sa peau? De faire l'inverse de ce qu'ils font. C'est-à-dire que souvent, quand on va pas bien, on va témoigner d'une forme de négligence envers soi-même. Tu vas pas forcément manger correctement, ou tu vas être amené à faire les trucs vraiment, à faire le minimum vital, voire te mettre vraiment en dégrader ta propre image, quoi, ta propre estime. Donc à ces moments-là où tu te sens que tu vas commencer à faire un truc à nouveau dégradant, tu fais l'inverse. Après, il y a plein de choses. C'est quand tu vas pas bien, quand il y a ce genre de choses comme ça qui s'installe, il y a une forme d'auto... t'es un peu auto-centré sur toi, quoi. Tu vas repérer tout ce qui va pas, et puis ça tourne en boucle comme ça. Donc il y a d'une part une forme de constat, en fait automatique et permanent qui s'installe. Bah oui, mais un constat, il faut bien ensuite qu'il y ait la marche suivante. Hein, je sais pas, on serait tenté d'appeler ça de la résolution. Vous savez, qu'est-ce que tu mets en place pour que ça bouge, quoi, tout ça. Alors, selon toi, qu'est-ce que la médecine douce apporte par rapport à la médecine conventionnelle en France aujourd'hui? Un complément, j'ai la tâche de bien choisir mes mots. Je vais te répondre par rapport à des exemples. Il arrive que certains médecins généralistes peuvent appeler des praticiens en hypnose parce qu'il y a quelque chose qui leur échappe chez leurs patients et
Ils vont peut-être avoir besoin d'un regard un peu plus décalé par rapport à ce qu'eux sont habitués à faire. Tu vas avoir l'exemple des dentistes qui, à ma connaissance, se forment un peu plus à l'hypnose, puisqu'ils vont utiliser ça pour certaines personnes qui ont des peurs pas possibles d'aller chez le dentiste ou ce genre de choses. Donc tu vois, il peut y avoir ces compléments-là qui se créent. On évoque de plus en plus souvent les anesthésies, aussi en bloc opératoire. Enfin, il y a plein de compléments qui peuvent s'opérer entre l'hypnose et la médecine dite traditionnelle, quoi. Pour finir, je te propose de parler de quelque chose d'important qui est en rapport à ton métier, ton expérience, que j'aurais omis dans mes questions. Bon alors tu as été déjà très exhaustif et je te remercie, et ça va être plutôt revenir sur des points, les remettre un petit peu en lien. C'est vraiment, disons, si là on s'adresse à des personnes qui connaissent pas forcément l'hypnose ou qui n'en ont pas encore fait, de garder en tête de vraiment bien choisir la personne avec qui elle pourrait être amenée à en faire, puisque il faut pas oublier que c'est pas juste un apport de formule magique, mais que s'il y a vraiment un enjeu de relation, d'alliance au moment où deux personnes sont ensemble et que l'une aide l'autre, n'allez pas chercher un outil, allez chercher une personne qui pratique cet outil-là et avec qui vous sentiriez bien même une heure, quoi. Ok, le feeling est important. Ouais, à fond. Ok. Ouais. La prochaine fois, je reçois Jessica, donc qui est magnétiseuse. Est-ce que tu aurais une question à lui poser? Alors oui, ouais. J'aimerais bien savoir si le magnétisme, c'est quelque chose... Quelle est la part d'inné et la part qui est acquise finalement? Pour faire simple, n'importe qui peut faire du magnétisme, ou ça part de quelque chose d'inné?